Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Fusillade meurtrière à Soweto et Pietermaritzburg. 19 personnes au total ont perdu la vie ce dimanche en Afrique du Sud. Le taux de criminalité est en forte hausse ces derniers mois, notant que le pays figure déjà parmi les plus dangereux au monde. Garantir l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine en Afrique centrale, c'est l'un des objectifs de la CEAC. L'organe annonce le lancement de plusieurs programmes visant à développer un véritable dialogue public-privé dans le cadre de ce marché unique. Et puis, l'actualité sportive pour terminer avec la CAN féminine 2022 qui se joue actuellement au Maroc. On fait le point sur l'avancée de la compétition avec notre analyste sportif José Douglas. Mais tout d'abord, la campagne pour les élections législatives sénégalaises du 31 juillet a officiellement démarré ce dimanche 10 juillet. Les candidats ont 21 jours pour convaincre. La première journée de campagne s'est terminée par les déclarations des représentants des 8 listes en compétition lors du journal quotidien dédié sur la chaîne de télévision publique sénégalaise. Notons que la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi prend part au scrutin, mais sans sa liste nationale de titulaires. Les têtes d'affiche, notamment Ousmane Sonko, sont donc écartées de la course. La coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar participe quant à elle au scrutin sans sa liste nationale de suppléants, rejetée pour défaut de parité. Il y a quelques mois, le ministre sud-africain de la police dénonçait une augmentation brutale des meurtres et autres crimes violents dans le pays qui figure déjà parmi les plus dangereux au monde. Les récents événements confirment ces dires. 2 fusillades, l'une à Soweto, un township proche de Johannesburg, et l'autre à Pietermaritzburg, près de Durban, ont fait au total 19 morts ce dimanche 10 juin en Afrique du Sud. Plus de 6000 personnes ont été assassinées en Afrique du Sud entre janvier et mars 2022, soit une augmentation de 22% par rapport à la même période en 2021. Samantha Sabiro. La nuit de samedi à dimanche 10 juillet 2022, l'Afrique du Sud a été témoin d'une fusillade de masse dans une taverne du canton de Soweto à Johannesburg. Selon la police, 15 personnes ont été tuées. 9 autres personnes blessées se trouvant dans un état critique ont été prises en charge. Une autre fusillade a également eu lieu dans une taverne de Pietermaritzburg, près de Durban, dans l'est du pays. 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées. La discrimination positive qui a permis de sortir de la pauvreté des personnalités telles que l'actuel président de la République, Cyril Ramaphosa, n'a pas été suffisamment diffuse, n'a pas été portée à bon niveau pour que les Sud-Africains puissent espérer. Et je pense que la solution n'est pas dans une enquête policière ou dans des sanctions juridiques. À Soweto, le plus grand township historique de Johannesburg, au sud-ouest de la capitale économique sud-africaine, la police a été appelée dans la nuit vers minuit 30. Selon la police, 2 hommes, parmi un groupe armé à bord d'un minibus armé de fusils et de pistolets, sont entrés dans une taverne de Soweto et ont ouvert le feu au hasard sur les clients, tuant ainsi des personnes présentes sur les lieux. Et alors que cette jeunesse qui ne peut pas rêver apprend que son élite politique est corrompue, alors ça risque de faire que l'Afrique du Sud devienne permanemment une marmite qui risque à tout moment l'explosion. Il faut que les Sud-Africains puissent donner la perspective d'études aux nationaux comme ils le font pour les étrangers. Sinon, le phénomène va perdurer et les acquis pourront s'effriter. Notons que ces incidents violents interviennent après que les corps d'au moins 21 jeunes ont été retrouvés sans vie très tôt, le 26 juin 2022, dans une boîte de nuit, dans un township de la ville portuaire East London, dans le sud du pays. Les 3 premiers mois de l'année 2022 ont été particulièrement violents en Afrique du Sud. Le taux d'homicide a augmenté de 22% par rapport à 2021.
Que vont chercher des pays historiquement francophones dans une organisation de pays anglophones? C'est le cas du Gabon qui a récemment rejoint le Commonwealth. Quel est le positionnement de l'Organisation internationale de la francophonie sur cette question? Élément de réponse dans ce sujet d'Eugène Schéma et Roberto Bocbe. L'Organisation internationale de la francophonie, riche de ses 88 pays membres, et le Commonwealth, auquel le Gabon a adhéré le 25 juin dernier en tant que 55e État membre, sont des institutions qui ne sont pas en opposition. C'est l'avis recueilli à Libreville auprès de Geoffroy Monpetit, numéro 2 de l'OIF en qualité d'administrateur lors de la récente mission économique et commerciale de la francophonie, reçue en terre gabonaise du 6 au 8 juillet. Le Gabon est un État souverain qui décide de ses appartenances en termes d'organisation internationale. Et nous, on ne peut que se féliciter que le Gabon est un partenaire important dans la construction d'un multilatéralisme engagé. Vous savez, le monde multilatéral en ce moment est bien mis à mal. Et je pense que quand un État comme le Gabon décide de se joindre à une autre organisation multilatérale, c'est une profession de foi envers un ordre multilatéral fondé sur les règles. Et ça, c'est très important. Et l'OIF, bien entendu, de par son histoire, souscrit entièrement à cette démarche, puisque nous aussi, nous y contribuons. Indépendant depuis le 17 août 1960 et membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1970, le Gabon a adhéré au Commonwealth lors du 26e sommet des chefs d'État de l'organisation tenu à Kigali du 20 au 25 juin 2022. Le Togo, un autre pays francophone, de par l'histoire de sa décolonisation, a également été admis au Commonwealth en tant que 56e État membre. Je vous rappellerai que l'OIF et le Commonwealth entretiennent des relations de travail très étroites, puisque dans bien des cas, nous travaillons ensemble sur les mêmes problématiques dans les mêmes pays. Pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba, l'adhésion du Gabon au Commonwealth devrait ouvrir aux pays d'Afrique centrale de nouvelles perspectives économiques sur le plan diplomatique, mais également sur le plan culturel, en donnant la possibilité aux Gabonais de fréquenter dans les meilleures universités, dont nombre sont anglophones. Les experts de la CEAC entendent tirer profit de la ZLECAf présent lors de la mission économique et commerciale de la francophonie au Gabon et au Rwanda. Ces derniers annoncent plusieurs programmes visant à accompagner les PME de la communauté et développer un véritable dialogue public-privé dans le cadre de ce marché unique. Mildred Diamant. Opérationnelle depuis janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine continue de présenter une grande opportunité de développement économique pour les pays africains. Pour les experts présents à la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale, organisée du 6 au 13 juillet au Gabon et au Rwanda, la mise en œuvre de l'accord d'intégration régionale du continent passera par l'accélération du commerce intra-africain. Dans le contexte de mise en œuvre de l'accord d'intégration régional du continent. La priorité, c'est de promouvoir le commerce intra-africain. Mais pour promouvoir le commerce intra-africain, il faut d'abord développer les capacités productives. Il faut donner l'opportunité aux États membres dans cet accord à pouvoir accélérer le développement des capacités productives pour participer de façon bénéfique et au processus d'intégration commerciale du continent. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, est reconnue comme un pilier de la construction de la ZLECAf. Les pays du bloc sous-régional peaufinent des stratégies pour conquérir ce vaste marché d'environ 1,2 milliard de consommateurs. Dans le cadre de la ZLECAf, des projets sont en cours au sein de la communauté visant à accompagner les petites et moyennes entreprises de l'organe sous-régional et développer un véritable dialogue public-privé. Un certain nombre de programmes que nous sommes en train de monter sur le plan régional, comme la mise en place de nos plateformes du Haut Conseil d'affaires, afin de pouvoir développé le dialogue public-privé sur les questions d'intégration économique. Et en même temps, nous sommes en train de faire un diagnostic de l'environnement des affaires dans les pays de la CEAC pour voir quels sont les domaines prioritaires où il faut mettre en place des réformes afin d'améliorer l'environnement des affaires, afin d'attirer les investissements et promouvoir les exportations.
La CEEAC travaille actuellement avec l'Union européenne pour promouvoir l'économie numérique afin de développer des plans d'accélération du commerce électronique dans les 11 États membres de l'organe sous-régional. Avec un accord sur le commerce électronique en négociation au niveau de la ZLECAf, ce marché unique pourrait sortir des milliers d'habitants de la CEEAC de la pauvreté d'ici 2025. L'actualité sportive à présent avec un focus sur la CAN féminine 2022 qui se déroule actuellement au Maroc. Après le groupe A, le groupe B a livré ses qualifiés pour les quarts de finale. La Zambie et le Cameroun, respectivement premier et deuxième, sont prêts à affronter la prochaine étape de la compétition. Grâce à sa position de meilleure troisième, la Tunisie poursuit également l'aventure contrairement au Togo qui voit son parcours s'arrêter. Roberto Bakpé. Un merci adressé à un public camerounais réputé très exigeant. Alors qu'elles étaient dos au mur, les Lions indomptables ont pu arracher leur ticket pour les quarts de finale. Cette rage que dégage la capitaine Abou Diongene traduit 2 précédentes sorties des Camerounaises en mal d'inspiration. Pour cette revanche, c'est la Tunisie, jusqu'alors sur une bonne lancée, qui en fait les frais. Leur bourreau, Michaela Abam, en premier sur cette frappe à l'entrée de la surface, puis cette conclusion du Nadia Ranchout, inspirée au bout du temps réglementaire. Les débuts n'ont pas été faciles. Nous avons commencé avec 2 matchs nuls contre la Zambie et contre le Togo. Mais après, vous savez, les débuts des compétitions sont parfois difficiles. On avait souhaité être premier de notre poule. Mais maintenant, peu importe l'adversaire que nous allons croiser, on va jouer. L'autre ticket des quarts de finale de la poule B porte l'estampille de la Zambie. Les Copper Queens ont étrié le Togo 4-1. Les novices togolaises n'ont pas pu contenir les assauts à répétition d'une Zambie très ambitieuse. Grace Chanda ouvre le score pour la Zambie. Irene Lungu sale l'addition 6 minutes plus tard avant la réduction du score d'Afi à PFA. Une réduction peu suffisante, anéantie par le réalisme de leur adversaire. Nous avons fait une entrée difficile dans la compétition. Après, on a fait un match héroïque contre le Cameroun. Un match nul qui a remobilisé et galvanisé toute ma troupe. La Zambie est une bonne équipe, très endurante, très technique, qui maîtrise la construction de jeu. Avec ce succès 4-1, la Zambie termine logiquement leader du groupe B devant le Cameroun 5 points, la Tunisie 3 et le Togo 1 point. Les Zambiennes et les Camerounaises sont qualifiées en quart de finale. La Tunisie aussi y va en tant que l'une des meilleures troisièmes. Les Togolaises, pour leur première, n'iront pas plus loin. On continue de parler de la CAN féminine avec José Douglas. Bonjour José. Bonjour Corinne. Alors les quarts de finalistes sont désormais connus. Quelles sont les affiches à venir? Oui, avec de très belles images que nous avons vues avant de voir ce tableau. Corinne, nous rappelons que le Cameroun bat la Tunisie 2-0. La Zambie écrase le Togo 4-1, le Burundi malmené par le Nigeria 4-0 et le Botswana qui a été battu par l'Afrique du Sud 1-0. Ces tableaux, Corinne, vous les avez avec mercredi 13, 19h Zambie contre le Sénégal et 22h Maroc contre le Botswana. Et puis jeudi 14, les autres quarts de finale avec à 19h Cameroun-Nigeria, un énorme choc et des retrouvailles entre les deux équipes et 22h Afrique du Sud contre la Tunisie. José, on note malheureusement quelques perturbations dans le déroulement de cette CAN avec la Covid-19. Oui, exactement. Invité. Oui, cette pandémie, et c'est le Sénégal qui a été la première victime. 6 membres de l'équipe et dont 3 joueuses ont été testées positives. Il s'agit d'Anta Dambélé, de Kumba Sila Boji et de Guénard Diaye, qui avait marqué lors du premier match contre l'Ouganda 2-0 gagné par le Sénégal. Toutes ces joueuses ont été placées en quarantaine. Leur retour est espéré pour les quarts de finale de ce mercredi. Alors José, quelle analyse pouvez-vous faire des équipes jusqu'ici? Quelle sélection selon vous se démarque le plus? Oui, alors j'ai l'impression Corinne, et ça n'engage que moi, c'est la sélection du Maroc qui est sur un petit nuage et à ce jour se présente comme la grande favorite de la compétition, même si le rouleau compresseur reste l'Afrique du Sud avec son attaquante vedette Gislan Chebak. Eh bien, le Maroc ne cesse de marquer les esprits. Les Lions de l'Atlas impressionnent et dernier bon résultat en date, c'est contre le Sénégal vendredi 1-0 avec un but de Chebak à 10 minutes de la fin au penalty. Écoutons le sélectionneur Reynal Pedros, ancien joueur de Nantes. L'objectif pour ce tournoi, ils sont simples, c'est de continuer à travailler par rapport à l'effectif qu'on a récupéré.
C'est un tournoi qui est relevé parce qu'il y a les meilleures équipes africaines. Donc on va se confronter à elles et on va voir le travail qui nous reste. Alors José, la Tunisie qualifiée, meilleure troisième, Mariem Ou, j'en ai pour beaucoup. Oui, exactement, Elena Sous, Corinne, c'est l'une des pièces maîtresses de la sélection de la Tunisie, championne avec l'équipe de la Turquie, enfin avec le club turc de Gaziantep. Elle privilégie le travail collectif en équipe et elle s'est confiée à nos confrères de CAF Online. Cela fait 10 ans que je suis en sélection, mais c'est la première fois que je sens un réel engouement autour de nous. Il faut continuer ainsi, faire des bonnes prestations, montrer un bon visage de notre équipe pour que demain il y ait une génération de footballeuses tunisiennes encore plus talentueuses que la nôtre. Et Corinne, pour conclure, un petit mot sur les flops. Ce sont pour moi les non qualifiés comme le Burkina Faso ou l'Ouganda qui doivent encore travailler. Nous attendons mieux de la part du Togo aussi et le Burundi. Ces deux équipes ratent également leur CAN. Et puis quant au top, le Maroc, la Zambie et l'Afrique du Sud qui a gagné 3 matchs en phase de groupe, comme le Maroc qui vire avec 9 points. Attention à la suite justement avec ces deux équipes, Maroc et Afrique du Sud. Et puis le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria ont du mal à décoller pour l'instant, mais ça va venir. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.